Juste après avoir vu cette vidéo, tu sauras comment hacker la partie créative de ton cerveau. Tu résoudras tes problèmes plus efficacement, tu prendras de meilleures décisions, tu deviendras plus attirant aux yeux des autres et tu développeras des idées puissantes pour créer des contenus percutants, développer ton business ou simplement mieux penser au quotidien. Et tout ça en travaillant sur un seul levier, ta créativité. Parce que ce qui faisait de toi quelqu'un d'unique, de différent, de remarquable, a été détruit. Et le pire, c'est que c'est même pas toi qui l'as détruit. Ce sont bien ces normes, ces règles, ce moule dans lequel on t'a obligé à rentrer. Sans même t'en rendre compte, on a étouffé ce qui te rendait vivant. Et à l'ère de l'IA où tout est standardisé, ça pose un vrai problème. Car perdre ta créativité, c'est pas juste inventer moins de choses, c'est avoir moins d'idées, moins de motivation, moins d'originalité. C'est stagner, s'ennuyer, douter. Et ça touche tous les domaines. Ta vie pro, ta vie perso, ton énergie, tes relations et même ton niveau de stress. Alors j'ai analysé plus de 100 études scientifiques sur ce sujet et j'ai décortiqué les méthodes des personnalités les plus créatives de cette planète pour que tu puisses enfin retrouver cette compétence surpuissante qui est en toi, elle est juste endormie. George Land a fait passer un test de créativité aux ingénieurs de la NASA. Le concept est simple, il leur a donné des objets et leur a demandé de trouver un maximum d'utilisation possible avec cet objet. Et cette expérience, il l'a répliquée sur des enfants. C'est ce qu'on appelle l'expérience du trombone. Et en gros, il leur a donné un trombone, il leur a demandé de trouver un maximum d'utilisation possible avec ce trombone. Donc par exemple, attacher des feuilles entre elles, construire un bracelet avec des trombones, etc. Et le résultat est vraiment bluffant. À 5 ans, 98% des enfants qui ont passé le test ont obtenu le score maximum. Ensuite, il a fait repasser ce test à ces mêmes enfants 5 ans plus tard. Et désormais, seulement 30% de ces enfants ont obtenu le score maximum. Et rebelote, 5 ans plus tard, ils étaient que 12% à obtenir le score maximum. Alors cette étude, ça nous dit une chose. Ce que ça nous dit, c'est qu'à la naissance, tout le monde est capable d'être extrêmement créatif. Tu vois bien, 98% des enfants avaient le score maximum, et encore les 2% restants, ça veut pas dire qu'ils étaient pas créatifs, ils avaient juste pas le score maximum, mais ils pouvaient très bien avoir un excellent score. Ça veut bien dire qu'avec l'âge, des choses viennent ruiner notre créativité, on la perd avec le temps. Il s'agit d'abord de déterminer quels sont les ennemis de ta créativité. Et ton premier ennemi, c'est l'école. L'école, c'est un environnement qui est normé, qui est extrêmement restrictif, alors forcément c'est contraire à la créativité, parce que tu peux pas sortir du cadre, tu peux pas dévier à la règle, or par définition, la créativité, c'est sortir des normes, c'est casser ses limites pour inventer de nouvelles choses. Et puis, le système de notation à l'école, en lui-même, est anti-créativité. Parce qu'on a des attentes qui sont extrêmement précises, il y a généralement une seule bonne réponse qui est possible, quand tu es en maths, enfin quand tu fais un test de maths, on attend ça de toi, c'est soit c'est bon, soit c'est mauvais, et d'ailleurs même sur des exercices un peu plus ouverts comme la dissertation, on se rend compte que finalement il y a plus ou moins une copie qui est attendue. Donc finalement, toutes les prises de risques, tous les comportements qui sont déviants, eh bien ils ne sont pas valorisés à l'école. Au contraire, on vient les punir. Donc forcément, quand tu es à l'école, eh bien tu viens brider ta créativité parce qu'elle n'est pas valorisée, donc tu l'exerces plus, tu la travailles plus du tout. D'ailleurs, je suis sûr que tu t'es déjà dit, j'étais plus créatif quand j'étais petit. Sauf que quand tu regardes bien, à l'école primaire, en fait on laisse beaucoup plus place à la créativité. On va faire des ateliers, des jeux, les réponses un peu plus ouvertes. Moi je sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'étais petit, on devait réciter des poésies et on devait faire un dessin qui allait illustrer la poésie. Tout ça c'est des activités créatives qui viennent stimuler ta créativité, et donc c'est pas qu'avec l'âge tu perds tes capacités créatives, c'est simplement que tu les développes plus. Le deuxième gros ennemi de ta créativité, c'est toi-même. C'est quand tu viens t'auto-disqualifier et que tu as un certain nombre de fausses croyances. Alors des fausses croyances répandues, ça va être notamment « je suis pas quelqu'un de créatif ». Ou alors, je n'ai pas de sensibilité artistique. Ou encore, la créativité c'est réservé au génie, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Tout ça est complètement faux. D'ailleurs, si on s'intéresse à la définition même de la créativité, c'est tout simplement ta capacité à créer des idées nouvelles à partir de toute la matière, toute la connaissance que tu as. En fait, tu vas faire des liens entre tes idées, des associations, tu vas transformer tes idées, les embellir, ou même juste les mieux présenter. Et donc finalement, être créatif, c'est certainement pas uniquement avoir des idées révolutionnaires tombées du ciel, tu utilises ta créativité en permanence au quotidien.
Que ce soit pour résoudre des problèmes, pour rédiger un script de contenu si tu es créateur, ou même tout simplement pour améliorer une présentation PowerPoint quand tu fais un travail de groupe ou je ne sais quoi. Donc ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que la créativité, ça signifie certainement pas rédiger une poésie ou un morceau de musique ou peindre un tableau. Enfin, c'est de la créativité, mais c'est qu'une forme de créativité parmi tant d'autres. T'as pas besoin d'être un artiste. Pareil, la créativité, ça ne signifie pas non plus inventer une nouvelle chose, du jamais vu ou quelque chose de bizarre. Et enfin, la créativité, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est vraiment un muscle qui se développe et qui demande du travail. Alors finalement, tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs peut-être pour écrire une chanson, d'autres pour résoudre des problèmes, d'autres pour compléter des idées, les associer entre elles, ou encore d'autres simplement pour trouver des nouvelles manières de faire. Et donc une même personne, elle peut avoir un niveau de créativité qui sera extrêmement développé dans un domaine, mais un niveau de créativité qui sera extrêmement faible dans un autre. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'humain est toujours créatif par nature. Tu fais intervenir ta créativité tout au long de ta journée, tout au long de ta vie. Troisième ennemi de ta créativité, ça va être le jugement, la critique. En fait, quand tu regardes bien, le ridicule, le test, la prise de risque, eh bien tout ça, ce sont des choses qui viennent précéder la créativité. Tu es obligé d'abord de prendre des risques, de tester tes choses sans trop les filtrer pour pouvoir ensuite devenir créatif. Alors je vais te donner un exemple très concret. Imagine que tu sois créateur de contenu, enfin que tu aies envie de te lancer dans la création de contenu et tu veux poster ton premier contenu. Et là tu as envie de partir sur quelque chose d'original, une vidéo un petit peu différente, et là tu commences à te poser des questions, tu te dis qu'est-ce que les gens vont en penser. Tu commences à avoir peur des critiques, donc finalement tu risques de te brider. Tu vas t'adapter, tu vas lisser ton message, tu vas peut-être même copier ce qui se fait déjà. Et donc au final, à force de tout prévoir, tu deviens plus quelqu'un de créatif. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu as besoin d'avoir un environnement propice au développement de ta créativité. Tu as besoin d'avoir des gens qui te jugent pas. Parce que si dès que tu commences à faire quelque chose qui sort un peu du cadre, on commence à te juger, à juger ce que tu fais, tu n'oses plus prendre des risques. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, on a tendance à faire beaucoup de jugements finalement, beaucoup critiquer avant même que les personnes aient pu tenter quelque chose. Ensuite, quatrième ennemi de ta créativité, ça va être ton mode de vie, et surtout le mode de vie moderne, tout ce qui touche au stress, à la surcharge cognitive, pardon. Je vais te prendre l'exemple d'un ordinateur. Imagine que tu as plein de tâches qui tournent en arrière-plan. Ton ordi il va galérer et tu vas commencer à bugger, à ramer. Pour la créativité, c'est exactement la même chose. Si tu as sans arrêt des tâches qui fonctionnent en arrière-plan dans ton cerveau, tu vas tout simplement brider ta créativité, parce que si je vulgarise un petit peu, c'est ton inconscient qui va faire des liens, des associations entre tes idées. Donc si tu as tout le temps trop de RAM qui tournent en même temps, tu risques pas de pouvoir être créatif. Donc tu as besoin impérativement de libérer de l'espace mental pour laisser ton inconscient faire des liens, des associations et finalement être plus créatif. Alors on va étudier ça de façon un peu plus scientifique par la suite, mais on verra ça juste après. En fait, le problème, c'est que de nos jours, dans la société moderne, on a tout le temps des tâches qui tournent en arrière-plan. Et déjà, il y a une hausse du stress. Il y a 59% des Français qui déclaraient être stressés en 2025, alors que c'était 51% en 2017, ce qui était déjà énorme. Ça, c'est un sondage qui a été réalisé par OpinionWay. Seconde chose, on a un dérèglement du système dopaminergique. On est sans arrêt en train de scroller, on bouffe mal, des fast-food, on regarde des films pour adultes, on bouffe trop de sucre. Tout ça sont des choses qui viennent dérégler le système dopaminergique, qui te pompe de l'énergie. Donc pareil, ça ruine un peu ta créativité. Autre chose, on a le contexte économique, social et politique, notamment en France. Si je résume, c'est un petit peu la muise, et tout ça, ça fait réfléchir les gens, ça les stresse, pardon. Ça crée de la surcharge cognitive. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que la France, on vit une période assez difficile, mais factuellement, en ce moment même, peut-être que ça va changer dans les prochaines années, mais actuellement, on n'est quand même pas parmi les pays les plus pauvres du monde. Il y a des études qui montrent que quand un pays est sur la pente descendante, eh bien sa population psychologiquement souffre. C'est-à-dire que tu peux prendre un pays qui, à l'instant T, est en moins bonne situation économique que la France, mais si c'est un pays qui a de la croissance, de l'ambition, qui va de l'avant, la population sera probablement en meilleure santé mentale. Bref, c'est une petite aparté. Autre chose, on dort pas assez, on a un sommeil qui est pas récupérateur. Or, tu le sais, il y a un dicton qui dit que la nuit porte conseil, et en fait, c'est tout simplement parce que ton cerveau créatif, il travaille pendant que tu dors. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Alors on a vu que notre environnement étouffe notre créativité. Mais pourtant je me suis posé une question. Comment ça se fait
qu'il y ait certaines personnes qui demeurent extrêmement créatives. Quel est leur secret? Comment font-elles? Alors j'ai enquêté auprès des personnes les plus créatives de cette planète et je leur ai identifié 5 grands points communs qui sont vraiment surprenants. Mais avant tout ça, pour comprendre, tu dois d'abord comprendre la machine qui fabrique la créativité, c'est-à-dire comprendre ton cerveau créatif. Quand tu es créatif, ton cerveau suit littéralement un process en 3 étapes. D'abord, il va se servir de toute la matière qu'il a accumulée. La matière que tu lui donnes, en fait, c'est tout ton savoir. Donc c'est tes connaissances, tes expériences de vie, ta capacité à être curieux pour aller ajouter de la matière finalement à ton cerveau. Ensuite, il va y avoir une phase de pensée divergente. La pensée divergente, en fait, c'est la capacité qu'a ton cerveau à faire des liens et des associations pour créer de nouvelles choses. Et quand tu es dans une phase de pensée divergente, finalement, tu vas raisonner sans limite. T'es pas limité par un cadre, ça ressemble un peu à du brainstorming, tu balances finalement toutes les idées qui te passent par la tête sans appliquer aucun filtre. Donc on oublie les normes, les préjugés, le politiquement correct, tu balances tout ce que tu as par la tête et tu laisses ton cerveau faire des liens. Et ensuite tu vas avoir une troisième phase. Cette troisième phase, c'est la pensée convergente. À l'opposé de la pensée divergente, cette fois-ci, tu vas commencer à trier, à structurer finalement tout ce que tu as fait à l'étape précédente, c'est-à-dire pendant la pensée divergente, tu jettes toutes tes idées, et avec la pensée convergente, tu viens structurer tout ça pour rendre tes idées intelligibles, présentables au reste du monde, pour que ce soit, pour que ça puisse être mobilisé de façon concrète, pour que ça puisse être utile. Et donc ce qu'on voit là, c'est que contrairement aux idées reçues, tes capacités analytiques, tes capacités pédagogiques, tes capacités de raisonnement, eh bien elles sont partie intégrante de la créativité. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, ton cerveau il a plusieurs modes. Et selon l'étape où tu en es dans ce process justement, eh bien ton cerveau va pas utiliser le même mode. Et il y a même un mode caché qui dure que quelques minutes, et si tu arrives à capturer ce moment, tu risques d'être extrêmement créatif, donc je vais te le présenter juste après, écoute bien ce qui va suivre. D'abord, il y a ce qu'on appelle le mode défaut, le mode DMN. En fait, ce mode défaut, il s'active grosso modo quand tu fais rien. Et c'est justement ce qui te permet un peu de divaguer, d'imaginer, de rêver, notamment quand tu dors et que tu rêves, eh bien ce mode est très activé. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fouiller un petit peu dans tous les recoins de ta mémoire, dans justement toute la matière que tu as apportée à ton cerveau, pour aller faire des liens que tu n'as jamais envisagés. Donc ce mode défaut, il est très actif justement pendant la pensée divergente. C'est pour ça d'ailleurs que tu as des idées sous la douche, que tu as des idées en marchant, en te réveillant, parce que c'est lorsque le mode défaut est activé et que ton cerveau fait des liens quand tu fais rien quoi. Ensuite on va voir le mode focalisé. À l'inverse, il s'active quand tu es très concentré sur une tâche. C'est le cerveau en fait qui est rationnel et il va être très actif au contraire pendant la pensée convergente. C'est ce qui va te permettre d'évaluer, de trier, de créer une structure. Et à ce moment-là finalement c'est beaucoup tes lobes frontaux qui bossent alors que tes lobes frontaux vont être beaucoup moins actifs pendant que tu es en mode défaut. En fait, pour que tu comprennes bien, ton mode défaut, c'est un petit peu un architecte complètement fou qui propose de créer une maison suspendue dans les nuages. Et finalement, le mode focalisé, c'est un petit peu l'ingénieur qui lui dit: ok mon gars, mais calme-toi, c'est pas réalisable, on va peut-être plutôt faire une maison basée sur des pilotis en bois, parce que la suspendre dans les nuages, ça va pas être possible, on n'a pas le budget, etc. quoi. Mais ce n'est pas tout, il y a également le mode alpha. Le mode alpha, c'est un état où tu vas être calme, relaxé, détendu, et il favorise finalement la pensée divergente, parce que tes lobes frontaux, eh bien, ils ralentissent leur activité, donc tu es dans un mode alpha, quand tu es relaxé, ça peut être quand tu médites, quand tu prends une douche chaude, quand tu fais une petite balade en forêt. D'ailleurs, c'est prouvé que quand tu fais une balade en forêt, tu as en moyenne 2 fois plus d'idées qui te viennent. Et enfin, je t'en avais parlé, je te l'avais un petit peu teasé, il y a ce qu'on appelle le mode caché. Alors le mode caché, il n'est pas facile à atteindre, je te le présente plutôt pour l'anecdote, mais tu vas voir que c'est assez marrant, c'est ce qu'on appelle l'hypnagogie. L'hypnagogie, c'est un espèce de sas de décompression, c'est le moment finalement où tu passes du mode défaut, donc le mode pensée divergente, à l'endormissement. Ça dure que quelques minutes, et à ce moment-là, c'est prouvé scientifiquement que tu as d'excellentes idées qui peuvent surgir. En fait, l'hypnagogie, c'est ce moment magique juste avant de t'endormir, où ton cerveau il commence à rêver, tout en restant un peu partiellement conscient. Alors je vais te raconter une anecdote assez drôle. Thomas Edison, qui était un inventeur et scientifique de haut niveau, et Salvador Dali, qui était un peintre impressionniste espagnol, ils utilisaient une astuce un peu particulière pour justement atteindre cette phase, cet état d'hypnagogie, de sorte à pouvoir capturer des idées qu'ils n'auraient pas eues en temps normal. En fait, ils faisaient une petite expérience où ils allaient
s'endormir sur un fauteuil en tenant une cuillère le long du corps. Et au moment où ils allaient s'endormir, ils allaient faire tomber naturellement la cuillère puisqu'ils s'endorment, et elle tombait sur une assiette, donc ça faisait du bruit et ça les réveillait. Et à ce moment-là, ils allaient noter directement ce à quoi ils pensaient. Ils allaient noter l'idée à laquelle ils pensaient, parce qu'ils étaient finalement dans cet état d'hypnagogie qui leur permettait d'avoir des idées révolutionnaires. Alors maintenant, tu connais les ennemis qui ruinent ta créativité. Tu sais également comment fonctionne la créativité d'un point de vue scientifique. Alors il est urgent de ne pas laisser tout ça s'empirer, il faut que tu retrouves ta créativité. On l'a vu avec l'expérience du trombone, tout le monde peut être créative, elle diminue avec le temps, mais c'est simplement parce que tu n'as plus l'habitude d'exercer ta créativité. D'ailleurs, je te le dis au passage, il y a une étude de l'université de Drexel qui a fait une étude, et dans cette étude, 75% des participants, ils ont présenté une diminution de leur niveau de cortisol. Je rappelle que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ils ont eu cette diminution simplement en travaillant leur créativité. Alors, abandonner ta créativité, c'est risquer une hausse du stress et une baisse de ton bien-être, c'est risquer une baisse de ta capacité à résoudre des problèmes, c'est risquer une perte de mémoire et de tes fonctions cognitives, c'est une hausse de tes chances de tomber en dépression, c'est de la perte de motivation au quotidien, et c'est même ralentir ta progression dans ta vie professionnelle. Pour devenir une bête de créativité, il faut reprendre le process qu'on a vu tout à l'heure et travailler chacune des étapes de ce process. D'abord, il y a la matière. Je te le rappelle, la matière, c'est tout ton apprentissage, tes expériences de vie. Donc il faut travailler cette première partie du process. Je t'expliquerai comment juste après. Ensuite, on a la pensée divergente. Donc là, on l'a vu, c'est ta capacité à créer des associations entre les idées. Donc il faut savoir te reposer et pratiquer des activités créatives. Et enfin, on a la pensée convergente. Donc là, il faut travailler ta concentration, ta capacité à raisonner, à structurer, à trier et à prendre des décisions. Alors d'abord, comment travailler ta matière? Eh bien, je vais te présenter, je t'avais dit tout à l'heure que je te présenterais les points communs des personnes les plus créatives de cette planète. Eh bien, tu vois, Elon Musk, Walt Disney, J.K. Rowling, Steve Jobs, qui sont des gens parmi les plus créatifs de cette planète, ils ont un premier point commun, c'est qu'ils arrêtent jamais d'apprendre. Souvent, les gens, quand ils sortent de l'école, quand ils arrêtent leurs études, eh bien, ils arrêtent d'apprendre. Et ça, c'est une énorme erreur, parce que la matière que tu donnes à ton cerveau, c'est finalement le carburant de ton cerveau créatif. Plus il a de matière, plus tu as une grande bibliothèque d'informations dans laquelle il va pouvoir piocher pour faire plus d'associations et créer plus de liens. Alors finalement, pour avoir des idées qui sont différentes, tu as besoin d'avoir une matière qui est différente. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est Steve Jobs, il lisait des livres sur la calligraphie alors qu'il bossait dans la tech. A priori, ça n'a rien à voir, mais pourtant ça lui apporte beaucoup. Alors pour ça, tu vas devoir travailler ta curiosité intellectuelle. Tu vas devoir ouvrir de nouveaux horizons, sortir de ta zone de confort, tester de nouvelles choses. Je sais pas, je te donne un exemple concret. T'arrives en soirée, bah souvent il y a des gens qui te parlent plus que d'autres. C'est normal, c'est humain, il y a des gens qui nous inspirent plus que d'autres. Eh bien moi, je t'invite à aller parler à ce gars qui est un petit peu en retrait, qui est peut-être très introverti, à qui t'aurais jamais parlé de base. Tu vas aller lui parler, mais tu vas pas t'arrêter à juste faire les présentations. Tu vas essayer de t'intéresser réellement à ce qu'il fait, à avoir une discussion qui rentre en profondeur, à rentrer dans le détail de ce qu'il fait, et tu vas voir que faire ça, ça va t'ouvrir de nouveaux horizons et ça va développer ta curiosité intellectuelle. Je t'invite également à avoir des sources d'informations qui sont différentes de ce qu'on trouve généralement dans ta thématique, des sources d'informations qui sont un petit peu inhabituelles. Ensuite, deuxième point commun de ces génies créatifs, c'est la lecture. D'ailleurs, Elon Musk disait « J'ai été élevé par les livres, puis mes parents ». C'est quand même une situation assez forte, ça montre l'importance de la lecture. Et enfin, dernier conseil, je t'invite à avoir un système de prise de notes qui est complet. Moi, je me suis créé une note réflexion permanente, où en fait, c'est une note que j'ai sur mon téléphone, où je note un petit peu toutes mes idées quand elles viennent. Ça me permet ensuite d'aller piocher dedans pour faire des liens et des associations entre mes idées. D'ailleurs, si ça t'intéresse, une vidéo complète sur un système de prise de notes, je sais pas si t'es créateur de contenu ou même que t'as un business, c'est quelque chose vraiment de game changer. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner et laisse-moi un petit commentaire pour me dire que ça t'intéresse. J'en profite également, pense à me laisser un petit pouce bleu et ton retour en commentaire pour soutenir mon travail, ça me fait extrêmement plaisir. Alors ensuite, deuxième phase du process, il faut travailler ta pensée divergente. Et le premier conseil que je te donne, qui est d'ailleurs le troisième point commun entre les personnes les plus créatives de cette planète, c'est qu'il faut apprendre à penser en dehors de la boîte. Il y a d'ailleurs un livre très connu qui a été écrit qui s'appelle Think Out of the Box. Qu'est-ce que ça veut dire Think Out of the Box? En fait, la boîte, ça symbolise un petit peu toutes tes croyances, toutes tes routines de pensée logique, toutes tes limites mentales, et en fait sans le savoir tu brides ta créativité, tu restreins le champ des possibles parce que tu as des schémas, des routines de pensée dans lesquelles tu es bloqué.
Et donc pour développer ta pensée divergente, il faut que tu apprennes à penser en dehors de cette boîte. Parce que sinon tu es un peu comme un hamster qui court sans arrêt dans une roue, tu cours dans la même roue, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes parce que tu es tout le temps dans les mêmes schémas mentaux. Alors si toi par exemple tu as des problèmes qui trottent que tu n'arrives pas à résoudre, et bien développer ta capacité à penser en dehors de la boîte, ça peut être vraiment game changer pour toi et pour développer justement ta pensée divergente. Alors tu as 3 stratégies pour travailler finalement ta pensée divergente et surtout pour apprendre à penser en dehors de la boîte. La première, ça va être d'adopter des changements de point de vue. Tu peux te dire par exemple, si j'étais X, je ferais quoi? Par exemple, si j'étais Emmanuel Macron, je ferais quoi? Si j'étais Elon Musk, je ferais quoi? Ou alors tu peux te dire, si j'étais je vais y arriver, si j'étais né 100 ans plus tôt ou plus tard, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais 80 ans, qu'est-ce que je ferais? Tu vois, ça te débloque des schémas de pensée que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser. Tu peux également inverser la question. Au lieu de dire comment faire X, ben tu vas te dire comment ne pas faire X. Tu peux aussi développer des contraintes absurdes. Par exemple, comment j'atteindrais mon objectif si je ne pouvais pas parler, si je ne pouvais pas marcher. Tu vois, tu te mets des contraintes, c'est extrêmement puissant. Donc ce qui est super important, c'est de ne surtout pas poser de limites à ton cadre de réflexion. Ce qu'il faut également, c'est travailler ton mode défaut. Je te rappelle que le mode défaut, c'est le mode où tu es reposé, qui laisse le temps et l'énergie à ton cerveau de faire des liens, des associations. C'est ce qui va te permettre de favoriser la pensée divergente. Alors on arrive justement au 4e point commun des personnes les plus créatives de cette planète, c'est qu'elles prennent du temps pour être seules. Elles se mettent volontairement dans des situations où elles sont seules. Et moi, ce que je t'invite à faire donc pour travailler ton mode défaut, c'est de te mettre régulièrement dans des états alpha. Donc tu peux pratiquer la méditation, faire de la marche, prendre des douches. Bon, a priori, t'en prends déjà, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Mais voilà, tu peux également noter tes rêves en te réveillant. Tu peux essayer de diminuer la charge cognitive en prenant le temps de rien faire. En fait, on est tout le temps en permanence occupé à faire des choses. Si on fait rien, on s'ennuie directement, on veut prendre notre téléphone. Alors reprendre le temps chaque jour, ne serait-ce que 10-15 minutes pour ne rien faire, ça va diminuer ta charge cognitive, ça va diminuer ton stress et ça a plein d'autres bienfaits. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça va également travailler ton cerveau divergent. Donc c'est vraiment productif que de ne rien faire. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Je t'invite également avant de dormir à écrire des questions par rapport à tes problématiques principales du moment. Parce que avant de dormir, ton cerveau en fait, pendant toute la nuit, il va travailler sur ton problème. Il va justement faire des liens, des associations, il va essayer de résoudre ton problème, parce que ton cerveau est très actif même pendant que tu dors, donc tu vas te réveiller plein d'idées et tu vas avancer sur tes problèmes. Et je t'invite également à réapprendre à faire des choses sans but. Si tu cherches, enfin souvent en grandissant, on a besoin toujours de trouver un but, d'être rentable dans ce qu'on fait, et finalement tu vois les enfants, ils font beaucoup de choses sans objectif, simplement la fin en soi c'est de faire. Et ça a énormément de bienfaits, et notamment de développer ton mode par défaut et ta pensée divergente. Troisième chose que tu peux faire pour développer ta pensée divergente, ça va être tout simplement de pratiquer des exercices de créativité. De la même façon que tu as besoin d'aller à la musculation pour développer tes muscles, tu as besoin de faire des exercices de créativité pour la développer. D'ailleurs, Einstein, il pratiquait ce qu'il appelle des expériences de pensée. Il allait visualiser des situations impossibles et il allait essayer de trouver des solutions qui étaient inédites. Et d'ailleurs, selon les rumeurs, je sais pas si c'est vrai, mais ça aurait donné naissance à la théorie de la relativité, donc a priori c'est quand même assez puissant. Alors ce que tu peux faire comme exercice de créativité, d'abord c'est faire du brainstorming. Tu peux commencer par suspendre ton jugement, essayer de trouver un maximum d'idées. Tu vas les prendre telles qu'elles sont sans les juger, tu notes vraiment tout ce qui te passe par la tête. Second exercice que tu peux faire, c'est de l'écriture libre. L'écriture libre en gros c'est que tu vas prendre 10-15 minutes où tu vas pas réfléchir à la cohérence à ce que tu écris, ni même à la structure ou à l'orthographe, tu vas balancer tout ce qui te passe par la tête. Ça c'est ce qu'on appelle voilà l'écriture libre et c'est un très bon exercice de créativité. Troisième exercice, tu peux tirer 2 mots au hasard ou utiliser un générateur de mots, t'en trouves partout sur internet. Par exemple, imagine que tu tires bouteille et liberté, et ton défi ensuite c'est d'arriver à créer un lien, une association entre ces idées. Pareil, c'est un très bon exercice de pensée divergente. Troisième étape du process, il faut maintenant que tu travailles ta pensée convergente. Là, on a finalement 3 objectifs avec la pensée convergente. Ce que tu cherches à faire, c'est donc ordonner, structurer et donner du sens. Ce que tu veux, c'est pouvoir rendre ce que tu crées en fait mobilisable, utile dans le monde réel. Ce que tu veux en fait, c'est le rendre intelligible pour le reste du monde. Parce que si tu crées des choses mais que ça n'a aucun sens, c'est pas structuré, en fait t'es un petit peu le créateur talentueux dont personne ne reconnaît le talent, ou à la limite avec un peu de chance on va le reconnaître après ta mort, mais tu vois ça sert à rien d'être créatif si c'est pour être un génie incompris. T'as besoin de mobiliser ce que tu crées pour atteindre tes objectifs, progresser dans ta vie, etc., etc.
Par exemple, d'un point de vue business, la pensée convergente, c'est ce qui te permet de vraiment résoudre tes problèmes dans ton activité. Pas juste d'avoir des idées, que ça te sert vraiment. Si t'es créateur de contenu, c'est ce qui te permet de créer des contenus qui résonnent avec ton audience, de garder une certaine cohérence dans tes contenus, une ligne éditoriale. Si tu fais des travaux de groupe, c'est ce qui te permet de convaincre tes collaborateurs de la pertinence de tes idées. Donc d'être écouté, respecté, que ça serve à quelque chose, ce que tu crées. Alors, ce qui va vraiment te permettre d'être un créateur, d'être un créatif inarrêtable, ça va être d'abord d'être capable d'instaurer un cadre, une limite à ta création. Quand tu es dans la phase 2 de pensée divergente, tu poses pas de cadre ni de limite. Par contre, quand tu veux mobiliser ça, le rendre concret, le rendre mobilisable dans le monde réel, bah là tu as besoin de poser un cadre qui correspond à l'objectif que tu as défini. Et justement, cet objectif, il faut le définir au préalable. Pourquoi est-ce que je crée? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Comment est-ce que je vais m'en servir pour atteindre mes objectifs? Autre élément important, il faut que tu travailles ta prise de décision. Alors ça pareil, ça mérite une vidéo complète, c'est une vraie science, et à chaque fois que tu prends une décision, enfin tu prends je sais plus combien de milliers de décisions par jour, et si tu travailles ta prise de décision qui est une compétence finalement socle, et que tu améliores chacune des décisions que tu prends dans ta vie, tu peux littéralement atteindre tous tes objectifs beaucoup plus rapidement. Donc si ça t'intéresse, une vidéo pour ça, pareil, abonne-toi et dis-le moi en commentaire. Ce qui est important également pour travailler ta pensée convergente, ça va être de travailler ta capacité à trier, à ordonner, à synthétiser et à faire correspondre à tes attentes. Alors finalement, si je résume, les 5 points communs des gens les plus créatifs de cette planète, c'est qu'ils ont d'abord une curiosité insatiable qui leur permet d'avoir beaucoup de matière pour devenir créatifs. Second point commun, c'est qu'ils pensent en dehors de la boîte. Troisième point commun, ils se mettent souvent dans des situations où ils sont seuls. Quatrième point commun, ils lisent beaucoup. Et cinquième point commun, ils n'arrêtent pas d'apprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner, à me laisser un gros pouce bleu et ton retour en commentaire. Puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.